Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 7 Info de ce dimanche 28 octobre 2018. Nous parlerons de politique, notamment avec la visite de la gouverneure générale du Canada, Julie Payette. Nous parlerons aussi de ce livre, Je sais qui je suis, de l'ancien Premier ministre Yacouba Isaac Zida. Nous en parlerons avec l'éditeur de presse et chroniqueur politique Lionel Bilgo. L'actualité de la semaine, c'est aussi l'ouverture du CIAO, le Salon international de l'artisanat de Ouagadougou. Sans oublier surtout le Tour du Faso, le sport, avec la bonne opération des étalons cyclistes qui ont récupéré le maillot jaune depuis la deuxième étape. Est-ce qu'ils le conservaient au terme de la troisième étape? La réponse tout de suite dans notre actu du dimanche. Eh bien oui, les étalons cyclistes ont conservé le maillot jaune au terme de la troisième étape, Bolga-Tenga-Po. Mais ce n'est plus Mathias Sorgo qui le porte, mais Seydou Bamogo qui a remporté cette troisième étape longue de 90 km. Le résumé de la course avec notre envoyé spécial sur le Tour, Luc Pabelgem. Les Burkinabés se sont réveillés en jaune à Bolga-Tenga ce dimanche 28 octobre et les populations avec plein de cyclistes dans leurs rues. Et oui, l'étape internationale du Tour du Faso laisse des traces dans la ville de Bolga-Tenga au Ghana. Avant le top départ, les supporters des Black Stars cyclistes ont galvanisé leur équipe. Six tours se sont courus en ville avant de prendre la direction de Pau. L'étape Bolga-Tenga-Pau, c'est une courte étape, 90 km prévus, mais à l'arrivée, la distance parcourue sera moindre. Le peloton s'est vite disloqué. Une cassure qui donne 3 groupes sur le circuit, un gros lot à l'arrière, un groupe de quelques coureurs intercalés, dont le maillot jaune et le groupe de tête avec l'équipe allemande et 2 Burkinabés, Salfo Bikienga et Seydou Bamogo. Juste avant le dernier point chaud à Paga, coup dur pour les étalons. Chute de Salfo Bikienga, sa course s'arrête en terre ghanéenne. Il sera évacué. À l'avant, le rythme ne baisse pas. Le groupe de Bikienga creuse un écart de 6 minutes avec ses poursuivants qui ne sont autres que le groupe maillot jaune. L'écart sera réduit à 10 km de l'arrivée. À Pau, c'est un circuit compliqué pour les cyclistes. Trop de déviations. Une dernière chute du maillot jaune Mathias Sorgo. Mais pas d'inquiétude devant, Seydou Bamogo est dans le coup et qui le connaît aussi sa puissance au sprint. Attention, je vois donc la Hollande, le Burkina, Bamogo Seydou, Bamogo Seydou, ah là 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 là, Bamogo Seydou. Au début, vraiment je ne sentais pas ma jambe. Vous avez pu le constater au premier point chaud, donc je n'ai pas pu vraiment engranger de points. J'étais vraiment fatigué, ça franchement il faut le dire. Mais je pense que, franchement, je ne sais pas où vient cette énergie. Franchement, je ne sais pas. Mais une fois dans l'échappée, j'ai su que mes camarades comptaient une fois de plus sur moi comme hier. Donc j'ai essayé de faire ma course en écoutant les consignes. Donc Dieu merci. J'ai gagné, donc je rends grâce à Dieu, je remercie mes collègues et je l'ai dédié cette victoire à ma femme chérie. Et j'ai dédié ce maillot jaune à notre tout nouveau président, le commandant du moins, Yassine Maïre Saoro, qui le transmette à qui des droits. Et on espère le garder jusqu'à la fin. Deuxième victoire burkinabé sur le Tour. Après Daouda Ouedraogo la veille à Bolga-Tenga, Seydou Bamogo signe sa victoire à Pau devant un public des grands jours. Bamogo vainqueur d'étape et nouveau maillot jaune, maillot des points chauds. Les 75 km 600 entre Bolga-Tenga et Pau se sont courus en 1h50 minutes 17 secondes, soit une vitesse moyenne de 41,130 km/h. L'Allemand Hermann Keller est maillot vert. C'était donc une étape avec beaucoup de péripéties et justement pour en parler, nous recevons sur ce plateau Luc Pabelgem, notre envoyé spécial sur le Tour du Faso, qui est avec nous pour un petit break. Vous repartez demain pour la 4e étape. Alors Luc Pabelgem, le maillot jaune, il a changé d'épaule à 3 reprises. Oui, à 3 reprises. Bonsoir Hervé. Il faut dire que pour cette édition, les étalons cyclistes se sont réveillés plus tôt que d'habitude, puisque les 2 éditions précédentes, les étalons avaient mis du temps à se réveiller. Ils ne s'étaient même pas réveillés du tout lors de l'édition passée. Donc ça fait 3 éditions
que les étalons cyclistes n'avaient plus goûté à cette saveur-là du maillot jaune. Mais c'est chose faite depuis hier sur l'étape Manga-Bolgatenga. Vous l'avez vu, une distance de 155 km. Les étalons se sont battus comme de beaux diables pour pouvoir avoir ce maillot jaune qui était la propriété de Florian Smith depuis la première étape. Donc il faut dire que les étalons se sont réveillés tout de suite et dès hier, le plus dur a commencé pour eux parce que les étalons avaient tout raflé à l'arrivée au Ghana. Et ils avaient le maillot jaune, le maillot vert et le maillot rose des points chauds. Donc tout ce qui était comme maillot cher sur le tour, les étalons le portaient. Il fallait mener une stratégie aujourd'hui pour conserver tous ces maillots. À défaut de les avoir tous, ils ont l'essentiel, c'est-à-dire le jaune et toujours le maillot rose des points chauds. Alors, quelle a été la stratégie justement dont vous parlez? Justement, hier, vous avez suivi Seydou Bamoro qui a été le vainqueur d'étape du jour. Bolgatenga Po avait pris l'initiative de conquérir ce maillot jaune-là. Et il a pu le faire. Vous avez suivi hier, il a été en tête sur tous les points chauds, 3 points chauds. D'abord à Nobéré, puis à Po et à Navrango. Il a été le premier cycliste burkinabé à rentrer à fouler le sol ghanéen. Donc, il faut dire que ce maillot-là, il le mérite. En 2 jours, ça s'est fait. Et le travail a été énorme. Et maintenant, il fallait protéger le maillot jaune. Dès lors que vous avez le maillot jaune, vous savez très bien que vous êtes ciblé sur le tour. Toutes les équipes vous guettent. Le porteur du maillot, il ne peut pas sortir. Quand vous voyez le peloton, il y a plusieurs cyclistes. Si tu sors le bout du nez, tout de suite, il y a une contre-attaque. Donc, il faut rouler avec stratégie. Comme l'équipe burkinabé a des rouleurs très forts et très expérimentés, l'équipe a justement à 6 coureurs. Il y a eu la chute de Salfo Bikenga aujourd'hui, donc il se retrouve à 5. Mais sur ces 6 coureurs-là, vous retrouvez Aziz Nikema, Seydou Bamogo, et ils sont très forts. Donc, le maillot jaune, vous l'avez suivi dans l'élément. Mathias Sorgo a chuté à Pau, c'est parce qu'il était très suivi, il a été suivi comme du lait sur le feu. Donc, il était coincé. Sorgo, c'est la deuxième étape où il est victime d'une chute, parce qu'à la première étape, il avait chuté. Aujourd'hui également. Est-ce qu'il pourra continuer la course? Il peut continuer. Lui, il est hors danger. D'ailleurs, il est arrivé juste quelques secondes après Seydou Bamogo. Donc, la stratégie, c'était simple. Comme le maillot jaune était là, il fallait courir et le protéger. C'est ce qu'ils ont fait. Mais comme ils savaient que Sorgo dévançait juste Seydou Bamogo d'une seconde, donc, à chaque fois que vous placez ces deux-là à une arrivée, vous êtes sûr de garder le maillot. C'est ce qui s'est passé. Bamogo, il est très puissant sur le sprint, donc ils l'ont lancé. Même quand Sorgo a chuté derrière, il y avait toujours des cartes à jouer et c'est ce qui a été fait. Alors, la 4e étape, c'est pour quand et c'est quelle distance? La 4e étape, c'est demain, lundi 29 octobre. Ça se court entre Laye et Waiguya, une distance de 148 km. Donc, le tour qui arrive à Waiguya demain, c'est une longue étape aussi. Ce n'est pas la plus longue, mais ça va être aussi difficile parce que maintenant, jusque-là, il faut dire que le maillot peine à trouver porteur, mais dès demain et après-demain, on sera situé. Alors justement, c'est vrai qu'on n'est qu'à la 3e étape. On a l'impression que cette année, les étalons cyclistes sont particulièrement très en forme. Oui, Hervé, pour dire ce que nous remarquons sur le terrain, sincèrement, c'est qu'il y a eu une bonne préparation pour les étalons. Vous avez vu, à la première étape, Paul Daumont, le jeune de 18 ans, qui fait la sensation. Il a fait un stage en Europe, en Afrique du Sud et tout. Il est dans le coup. Hier, pour l'arrivée, le vainqueur d'étape, Daouda Ouedraogo, lui revient d'un stage en Afrique du Sud. Et aujourd'hui, on l'a vu rouler. Pendant que d'autres triment, il allait sur son vélo. Donc, c'est la préparation qui est à la base de cette performance actuelle des étalons. La plupart des étalons, quand nous avons écouté le président de la Fédération burkinabé de cyclisme, 2 mois avant ce tour-là, ils étaient dans les conditions, ils roulaient. Souvent, même, c'était 2 parties par jour. Tout ça pour être en jambes pour justement ce grand rendez-vous cycliste africain.
Alors, merci Luc Pabelgem d'être venu sur ce plateau pour nous donner toutes ces précisions. Vous repartez demain, vous l'avez dit. Nous vous souhaitons une bonne course et nous espérons que le maillot jaune va rester sur les épaules d'un étalon cycliste. J'espère également que dimanche prochain, à l'arrivée finale, vous me recevrez sur ce plateau pour qu'on parle du maillot jaune burkinabé, pourquoi pas. Merci bien Luc Pabelgem. Et nous poursuivons cette info avec maintenant un retour sur les temps forts qui ont fait l'actualité de la semaine. L'actualité de cette semaine a été également marquée par l'ouverture de la 15e édition du CIAO, le Salon international de l'artisanat de Ouagadougou. C'était en présence du chef de l'État et de la gouverneure générale du Canada, alors en visite d'État au Burkina Faso. Le rendez-vous des métiers des mains et de l'habilité, c'est à Ouagadougou, la capitale burkinabé. Ici est le lieu de convergence du savoir-faire africain, de la créativité des artisans venus de divers horizons. Du 26 octobre au 4 novembre se tient donc le 15e CIAO, le Salon international de l'artisanat de Ouagadougou. Il est placé sous le thème « Artisanat africain, exigence du marché et développement technologique ». S'il faut féliciter nos dévanciers d'avoir pu relever leurs défis de moderniser l'artisanat, force est de reconnaître que le nôtre reste tout entier. Le monde évolue et les goûts de la clientèle changent à tout gré. L'artisanat africain doit s'adapter à ces changements, au risque de se faire noyer par la concurrence venant d'ailleurs. Sont présents à ce rendez-vous de la créativité des artisans venus de 27 pays d'Afrique. Honneur fait cette année à l'île de Madagascar. Nous sommes donc ici pour rencontrer l'Afrique de la créativité, l'Afrique des artisans, l'Afrique des petites mains, l'Afrique des petits métiers, mais qui peuvent faire de grands changements. Nous sommes ici pour partager avec vous. 700 stands pour abriter les exposants ont été érigés pour accueillir les quelques 70 000 festivaliers attendus par jour. C'est dire que le salon connaîtra un fort engouement et tout est mis en œuvre pour le sécuriser au grand bonheur des exposants. Nos impressions sont très bonnes parce que déjà côté sécurité, on a vu que vraiment c'était vraiment très exigeant. Voilà, c'était très exigeant et on se rend compte qu'on était vraiment inquiets surtout pour comment allaient se passer les choses. Et maintenant, comme on voit, et on se dit que beaucoup de personnes viendront parce que ici, l'atmosphère est très bonne. On pense bien que ça va aller puisque l'influence déjà ce matin, c'est bon. Et pour le côté sécuritaire, c'est un ordre, c'est bien. Donc on espère bien que les visiteurs puissent nous visiter et qu'on puisse faire de bonnes affaires. L'ouverture du salon a été présidée par le président du Faso accompagné de la gouverneure du Canada, Julie Payette. Les premiers à découvrir les œuvres des artisans, les portes du salon sont ainsi grandement ouvertes. Voilà, vous les avez vus tout à l'heure, côte à côte, le chef de l'État et la gouverneure générale du Canada, Julie Payette, était au Burkina Faso pour une visite d'État de 4 jours et elle a eu droit à tous les honneurs dus à son rang au palais de Kosiam où elle a été reçue par le président du Faso. Au trot des chevaux de la cavalerie et du retentissement des coups de canon, la très honorable Julie Payette, la gouverneure générale du Canada, est reçue avec tous les honneurs dignes d'une représentante de la reine d'Angleterre. Après les hymnes nationaux, un tête-à-tête avec le président du Faso a lieu. Entretien au cours duquel Roch-Marc Christian Kabore a sollicité l'appui du Canada au G5 Sahel. Comme vous le savez, nous sommes dans un combat permanent contre le terrorisme. Nous apprécions déjà que le Canada participe à l'aménagement pour aider dans le cadre de ce combat que nous menons ensemble. Mais nous avons insisté sur le fait qu'il était important que, de façon directe, le G5 Sahel puisse bénéficier de cette coopération dans le domaine de la sécurité, dans le domaine de la formation de nos équipes avec le Canada. Pour l'ancienne astronaute aux 2 voyages spatiaux au cours desquels elle a pu contempler l'Afrique de là-haut avant de fouler son sol pour la première fois dans le cadre de cette visite,
Seule la solidarité entre les peuples doit primer. On ne voit pas de l'espace là où les pays commencent, où les pays finissent. Nous sommes tous à bord de ce même vaisseau spatial. Il est donc essentiel que nous collaborions et que nous travaillions ensemble afin d'assurer l'utilisation et le développement des ressources de la planète et de partager ces richesses équitablement et délibérément afin d'assurer l'avenir de nos communautés et celle de nos enfants. Vous faites face à des effets et des conséquences importantes et nous souhaitons vous accompagner. Nous sommes à vos côtés. Dans les situations difficiles, il faut souvent aller au fond de soi-même et puiser dans son savoir-faire et son savoir-être pour trouver des solutions. Et c'est, de notre point de vue, l'une des plus grandes valeurs du Burkina Faso, c'est cette résilience de votre peuple face à de grands enjeux. Et vous êtes clés, vous, les gens du Burkina Faso, pour faire face à ces épreuves. Le Burkina Faso entretient une coopération bilatérale de plus de 50 ans avec le Canada. Cette visite d'amitié sera axée sur quelques points de cette coopération, comme l'éducation, la question du genre et de la gouvernance. Passons maintenant à l'hebdomadaire conférence de presse du CEFOP. Cette semaine, le chef des files de l'opposition est revenu sur la situation sécuritaire qui se détériore de plus en plus. L'opposition qui réclame le départ des ministres de la Défense et de la Sécurité. L'attaque de la ville de Kibo le jeudi 18 octobre dernier par des individus armés revient dans les tablettes de l'opposition ce mardi. Pour le CEFOP, si l'attaque en elle-même n'est pas une surprise, le mode opératoire, quant à lui, surprend. Si le Nord est actuellement reconnu comme une zone de prédilection des terroristes, le mode opératoire de cette attaque nous surprend. Au cours de l'agression, selon le maire de la ville de Kibo, interrogé par la Voix de l'Amérique, il n'y a pas eu de renfort. Pourtant, il y a un détachement militaire, le groupement des forces antiterroristes et la police dans la localité. Pourquoi les autres forces armées et la police dans la ville n'ont pas réagi? Cette attitude peut être comprise par l'effet des mines et des embuscades dans lesquelles les forces tombent en allant au renfort. Mais l'attaque en elle-même était à craindre à cause de son mobile, naturellement évoqué par la presse, qui était de libérer les terroristes incarcérés dans cette brigade depuis un certain temps. La question qui se pose cependant est pourquoi une cinquantaine de terroristes peuvent-ils être enfermés en un seul endroit, surtout dans une brigade de gendarmerie qui n'offre pas toutes les garanties de sécurité. Nous sommes tentés de croire que les décisions ou les moyens ont manqué pour leur déferment dans une prison. Et l'opposition dit s'offusquer davantage quand elle constate que depuis l'attaque, ni le ministre de la Sécurité ni celui de la Défense ne se sont rendus à Guibo pour réconforter les populations terrorisées. Une autre raison suffisante à ses yeux pour reformuler sa requête express de limogeage de ces deux ministres. Cela ne revient pas à l'opposition politique de pouvoir naturellement dresser en fait un profil et le soumettre en fait au chef de l'État. Il revient au chef de l'État, voilà, de pouvoir, au vu des compétences, et je pense qu'il y a beaucoup de Burkinabés qui sont compétents quand même à ce jour, de pouvoir nommer qui ils souhaitent. Le plus important, c'est que nous puissions avoir des personnes compétentes à la tête de ces ministères. Nous pensons que pour ces postes stratégiques, ce qui est extrêmement important, déjà dans un premier temps, c'est la connaissance du territoire. Sans ne pas vouloir fustiger la formation de qui que ce soit, mais pour des personnes qui ont de par le passé été à la tête de la gestion du CIAO, qui ont ou qui sont qualifiés pour des questions relatives au commerce, ça et là. On leur demande aujourd'hui d'administrer des questions liées à la défense nationale. Nous pensons que fondamentalement, c'est à peu près aux antipodes des questions de compétences. Après le terrorisme, c'est sur le terrain de la gouvernance locale que l'opposition se glisse. Et là, elle accuse le parti au pouvoir de perpétrer une tentative de déstabilisation des maires issus de ses rangs, en l'occurrence celui de l'arrondissement 7 de Ouagadougou, Seydou Compaoré. Une tentative qui aurait échoué selon ses dires.
Voilà, de sécurité, il a été également question dans ce livre « Je sais qui je suis » de l'ancien Premier ministre Yacouba Isaac Zida, un livre de 332 pages et nous en parlons ce soir avec Lionel Bilgo qui est éditeur de presse. Lionel Bilgo, bonsoir. Bonsoir. Ce livre, vous l'avez certainement lu et relu. Est-ce qu'il y a un message particulier avec la forme du livre déjà? Oui, cher Dapa, bonsoir. Déjà sur la forme, on voit Zida qui veut justement s'imprégner de son origine burkinabé. D'autant plus qu'on voit que sur la couverture déjà, je sais qui je suis, rouge, jaune, vert, les drapeaux du Burkina Faso. Cette belle image du rassemblement au niveau de la place de la Révolution ou la place des Nations, où Zida lui-même est arrivé comme par hasard et a été présenté au grand public. Et également celui l'IPND symbolique quand même de la nation burkinabé qui entoure ce livre. Un livre qui se laisse lire avec un grammage assez acceptable, tenu en main, etc. Puis, à l'intérieur, une police qui laisse même le lecteur le plus rebut, en fait, aller à l'intérieur des pages. Est-ce qu'il y a un style littéraire particulier? Non, il n'y a pas de style littéraire. Lui-même dit que c'est un livre historique, mais à bien lire, ce n'est pas du tout un livre historique, puisqu'il parle de l'actualité, il se projette également dans le futur. C'est un récit presque une autobiographie, on allait dire en tout cas. Ce livre n'a pas de style particulier, c'est une narration suivant le fil de ses idées qu'il a pu rassembler tout au long des 332 pages. Alors, nous allons parler du fond du livre maintenant, c'est ce qui est le plus important. Alors, l'ancien Premier ministre, il parle de tout, il parle de politique, il parle de sécurité, il parle de l'insurrection, il parle du coup d'État. C'est un ensemble de faits qu'il résume dans ses livres. Oui, c'est un bouillon de littérature quelque part, un mélange de plein de sujets. Et avant de lire « Je sais qui je suis » de Isaac Zida, mieux vaut se poser la question de qui est Isaac Zida et de répondre à cette question avant de plonger dans ces pages. Parce que Isaac Zida n'est rien d'autre que celui qui est issu des rangs du RSP qui a été dissous après, et RSP à qui on attribue les pires atrocités de ce pays durant les 27 dernières années. Isaac Zida n'est rien d'autre que celui qui a piloté la transition, d'abord en tant que président, puis en tant que Premier ministre. Il n'est rien d'autre que celui qui, après son mandat, a fait voler la tirelire aux étoiles de l'armée, les étoiles qui se sont retrouvées sur ses épaulettes par hasard, et ne suivant aucune règle militaire. C'est celui qui, après sa prise de après sa descente des affaires, est parti du pays en vacances, mais n'est plus jamais revenu, comme une insulte faite à la nation, alors qu'on avait besoin peut-être de lui, présent ici pour nous raconter justement ce qu'il sait de ce qui s'est passé. Une fois que l'on répond à cette question, effectivement, vous avez raison, cher Dapa, dans ce livre, il est question donc de politique, il est question de société, il est question d'histoire aussi, parce qu'il repart quand même dans l'histoire, et il est aussi question, quelque part, de règlement de compte. Alors, avec toute la description que vous venez de faire de l'auteur de ce livre, Yacouba Isaac Zida, est-ce qu'on peut dire que la sortie de ce livre est un événement au Burkina Faso? La sortie de ce livre est un événement, parce que c'est selon moi l'évangile, selon Isaac Zida lui-même. C'est un hymne à Zida, chanté par Zida lui-même, c'est le griot qui chante lui-même ses louanges. C'est Zida le bienveillant, Zida le merveilleux, Zida le gentil, Zida le sauveur, Zida le fils béni de Dieu. C'est tout sauf Zida le négatif, c'est tout Zida le positif. C'est quelque part ce qu'il manquait un peu dans ce livre. Pas de modestie, pas d'humilité. La modestie et l'humilité n'ont trouvé aucun tabouret aussi chétif que cela puisse être pour s'installer. Par contre, c'est quand même un événement parce que pour écrire l'histoire d'un pays, ça ne s'écrit pas avec le silence des morts, mais avec le bruit des vivants. Et Zida a quand même aussi ce mérite-là d'avoir essayé de raconter ce qu'il sait. À sa manière, en tout cas, le lecteur prendra avec des pincettes ou pas, en tout cas. Alors, voilà. vous dites qu'il n'a pas fait preuve d'humilité, mais quelque part dans le livre, quand il décrit un certain nombre de faits qu'il a pu poser, des actes qu'il a posés, notamment quand il parle de l'intervention du Burkina Faso dans la crise ivoirienne, de l'hébergement des rebelles ivoiriens au Burkina Faso, il parle pratiquement de Soro-Guillaume. À partir de ce moment, quand même, il fait ressortir un rôle pas tout à fait positif. Ah non, il raconte en fait ce qui s'est passé, mais tout le rôle que lui, Zida, joue est positif. Attention, à aucun moment des 332 pages, Zida n'a fait quelque chose de mauvais ou de pas bien. Zida a été le bienveillant, celui qui a accueilli les rebelles, qui les a donnés à manger, les nourrir, etc. Par contre, il présente toujours sa participation dans un rôle plutôt positif que négatif. C'est quand même difficile d'avoir un rôle positif quand on accueille des rebelles qui vont attaquer un pays voisin.
Vous présentez un paradoxe qui est là, parce que Zida ne fait que citer Dieu alors qu'il tenait aussi du côté gauche de sa hanche, en fait, une arme, quelque part. Donc c'est tout le paradoxe aussi de ce livre. Zida, lui, ne voit que tout ce qu'il a fait, c'est pour le bien du peuple, au nom de Dieu lui-même qui l'a protégé, quand même, il est reconnaissant. Et puis, il sort de ce livre, grandit, et il règle en même temps ses comptes avec certains responsables politiques de ce pays. Alors, avec qui, par exemple? Le chef de l'État? Pour le chef de l'État, c'est un barreau d'honneur. D'une manière irrévérencieuse, Zida a donné des gifles à qui veut l'entendre au chef de l'État, le traitant de gamin, d'enfant, etc. Il dit la vérité comme il est, comme s'il avait été trahi par Roch-Marc Christian Kaboré qui l'avait raconté. Et dans ce livre, il y a des anecdotes assez croustillantes quand même de sa rencontre avec le président Roch-Marc Christian Kaboré, de ce qu'il lui aurait dit d'ailleurs, comme pressentiment de ce qu'il aurait annoncé lorsqu'il prendra le pouvoir, puis ensuite de sa dernière rencontre quand il allait le voir à son domicile à La Padoue. Puis il dépeint la gestion du MPP comme étant une gestion complètement dans la continuité de l'ancien système. Il les décrit d'ailleurs comme étant les auteurs stratégiques du système malveillant du président Blaise Compaoré qui est parti. Il dit tout simplement que ces personnes-là, en fait, étaient les gardiens même de ce système-là, et que c'est eux qui ont pris le pouvoir. Là encore, il fait ressortir un paradoxe burkinabé. Vous avez voulu le changement, mais ce que vous avez fait, en fait, en réalité, ce n'est qu'un remplacement. Et donc, il règle ses comptes. Il dit même quelque part qu'il n'a jamais fait confiance au MPP. Oui, il n'a jamais fait confiance au MPP. Salif Diallo était le Machiavel, le faiseur de diable, pas le faiseur de roi. Salif Diallo, il a refusé de rencontrer à plusieurs reprises parce que tout simplement ne voulait-il pas recevoir les conseils de quelqu'un qui dînait avec le diable ou qui faisait le diable. Il écrit même quelque part qu'il avait reçu de l'argent d'un financier pour des partis politiques et il n'en a pas donné un franc au MPP parce qu'il ne croyait pas à ce parti. Et par contre, il en a donné à 2 partis dont il a tait le nom, volontairement. Et après, ce geste qu'il a cru faire en tant que bienveillance est ressorti comme étant un soutien de façon flagrante à ces 2 partis politiques. Et d'ailleurs, le MPP lui en aurait voulu. Alors, entre Zida et le MPP, on a l'impression que c'est une histoire de je t'aime moi non plus. Oui, c'est une romance dramatique quelque part. Parce qu'au départ, nul ne présageait que Zida allait sortir aussi des paroles aussi cruelles vis-à-vis du MPP quelque part. Parce qu'on se rappelle que Zida, à un moment donné au Canada, en 2017 à côté, il avait des problèmes de passeport, mais il a pu renouveler son passeport. Grâce à qui? Certainement grâce aux autorités actuelles. Mais pourquoi aujourd'hui, en fait, Zida en veut tellement à ce pouvoir-là? Nul ne le sait. Il s'est passé certainement chez Erdapa des choses pendant la transition et au moment de l'insurrection. Il y a eu des non-dits. Des personnes ont joué de l'ignorance du peuple. Ils ont passé des deals, etc. Et aujourd'hui, tout commence à voler en éclats et c'est pour le bien de la vérité quelque part, je dirais. Alors, il a aussi été un acteur important de la transition en politique. Il a été Premier ministre. Il revient sur les événements qui ont précédé le coup d'État de 2015. Tout à fait. Il revient sur ces événements et quelque peu dans le détail. D'ailleurs, dans une certaine page de ce livre, il dit que ce livre ne paraîtra pas avant la fin du procès, sauf cas de force majeure ou impondérance. Donc, du coup, il se dément lui-même parce qu'il fait paraître le livre avant justement la fin du procès actuel, parce qu'il donne quelques détails qui peuvent aider justement à comprendre la vérité pour ceux qui cherchent à comprendre. En tout cas, il porte des accusations, il dresse le tableau. Notamment sur Gilbert Diendéré. Notamment sur Gilbert Diendéré, même pas tant sur Gilbert Diendéré que sur Fatou Diendéré. Son épouse. Voilà, il dit que Gilbert Diendéré a été manipulé par cette dame qui ne voulait rien d'autre que d'être première dame. Il dit que Gilbert Diendéré, le général Gilbert Diendéré, a été manipulé par son épouse. Tout à fait, il dit qu'elle avait une emprise. C'est quand même gros, ça. Ah, c'est tout à fait gros, mais par contre, c'est dit par Zida, il faut le prendre comme ça. Et elle avait une emprise sur le général Diendéré, si bien que le général Diendéré a voulu satisfaire son épouse et aller au-devant des choses. Il raconte même qu'au moment du coup d'État, lorsque le CND a été mis en place, Fatou Diendéré aurait fait des appels téléphoniques à certains de ses camarades en disant « C'est la première dame qui vous parle, je vous invite à un dîner, venez, c'est fini, je tiens que vous soyez là. » C'est écrit dans ce livre. Selon Zida, donc, Fatou Diendéré serait obsédée par le titre de première dame. Elle serait obsédée par le titre de première dame et c'est parce qu'elle est obsédée par le titre de première dame que son mari a dû passer à l'action. Par contre, il y a quand même comme un sentiment d'amour et de respect qu'il a pour Diendéré dans les pages qu'il a pu écrire, parce qu'il raconte en fait ce fameux soir où Diendéré est rentré dans sa cellule au Canabacom et que tous les deux se fixaient et fondaient en larmes. Et donc, du coup, ça montre quand même le respect qu'il accorde à cet homme, malgré tout ce qui s'était passé. Il dit même qu'il était arrivé au point de le pardonner parce qu'il ne savait que ce n'était pas de sa faute. C'était l'un des moments forts de ce livre. C'était l'un des moments forts de ce livre. Encore, il raconte d'autres anecdotes, notamment
Sarah Sérémé quand elle s'est déclarée présidente et qu'après ça n'a pas marché, elle s'est retrouvée au CSE avec lui, a pleuré comme une madeleine, il a dû jouer au nounou. Bref, il y a vraiment ces anecdotes-là qu'il raconte. Il y a quand même des airs de western hollywoodien dans ce livre quand même. C'est pour ça que j'ai dit Zida le merveilleux, le fort, le puissant. Il raconte son altercation avec Maïga quand il marchait dans la rue et que Maïga arrive en trompe avec une vitesse, qu'il dérape et qu'il descend et qu'il le menace. Pourquoi il a changé le système de gestion du carburant du RSP et lui, il le fixe Maïga dans les yeux et lui dit « tu refais ça encore, je te fous une balle dans la tête ». Bref, c'est un livre surréaliste. Des scènes complètement surréalistes. Tout à fait, il faut le lire, pourquoi. Mais quand il écrit ces livres alors qu'il avait été avec le MPP, ils étaient vraiment... Pendant qu'il était sur la transition, ils n'étaient pas aussi ennemis. Qu'est-ce qui a fait qu'il a écrit ce livre alors que le MPP lui a permis d'avoir ses papiers au Canada? Est-ce qu'il n'a pas été poussé à bout quelque part? Non, moi je pense que quand même, sur cette lecture, sur le comportement de Zida, il faut voir quelqu'un qui tire la sonnette d'alarme et qui dit « Attention, vous avez voulu ma mort politique, mais je ne suis pas mort politiquement. Je suis exilé certes, mais je peux encore intervenir. » C'est pour ça qu'il affiche sur ce livre tome 1. C'est une mise en garde en fait, le tome 1. Attention, à tous ceux qui vont vouloir l'ouvrir, je peux revenir avec un tome 2, voire 3, 4, 5, 6, comme on veut, mais faites attention, je suis là. Et donc, on peut expliquer votre question, par rapport à votre question, le pourquoi de ce désamour. Zida, n'oubliez pas, quand il quittait le Burkina, c'est la queue entre les jambes. Attention, il avait perdu son poste d'ambassadeur qu'il s'était arrangé, lui et Kafando, à lui octroyer. Il avait perdu quelques étoiles quand même sur ses épaulettes. Puis ensuite, dès qu'il a quitté le Burkina et qu'il n'était plus revenu, est sorti un gros scandale en fait d'octroyation de terrain au nom de sa femme, au nom de lui-même, puis des volets de liasses d'argent entre la présidence et la primature de façon complètement ahurissante. Et donc du coup, il se sentait quelque part sali. Sali par des personnes avec qui, en tout cas, il pensait avoir fait un bon deal. Vous parlez de liasses d'argent qui auraient circulé. Ça nous permet de parler de ces trois comptes, de ces trois fameux comptes qui auraient été fusionnés en un seul compte, gérés par Zida. Il y a quelques révélations, c'est un peu flou quand même. C'est un peu flou et seuls les acteurs de ce moment d'ailleurs pourraient nous aider à mieux comprendre. Zida a dit sa part de vérité, qui n'est que la part de vérité de Zida. On a vu que Coris Banca s'est dépêché de sortir un démenti. Malheureusement, je ne pense pas que ce soit le bon moyen de faire de la communication, mais en tout cas, ils l'ont fait. Ce qui est sûr sur ces comptes, Zida s'explique. Il explique clairement que ces comptes ont été gérés pour gérer des urgences au Burkina et que c'était des comptes de souveraineté. Et qu'à aucun moment, dans aucun pays du monde, pour des comptes de souveraineté, on ait besoin de justifier avec des factures. Puis il fait une litanie de points sur lesquels, en tout cas, ces fonds ont eu besoin de servir, notamment pour le dédommagement des soldats du RSP, pour la prime de 300 000 qu'il avait fait donner à Djendjiré, etc., pour les voyages et déplacements de certains OSC, pour le soutien, etc. Il égrène un chapelet de points pour lesquels ces fonds auraient été utilisés en jurant, lui, au nom de sa foi, qu'il n'avait jamais eu de malversation financière vis-à-vis de ces deux comptes. Puis il explique également la question des terrains, même si je n'ai pas très bien compris, mais il explique. Il dit que ce n'était pas octroyé de façon illicite et que ça avait suivi toutes les règles possibles. D'ailleurs, il explique qu'il avait rendu de lui-même les terrains de lui et de sa femme. Parmi les personnes qui ont été égratignées, il y a quand même un acteur clé du processus électoral actuel, oui. Newton Ahmed Barry. Oui, Newton Ahmed Barry a été, je dirais, sévèrement giflé quelque part, hein, dans les lignes que Zida dit. Il dit qu'il a rencontré cet homme, il le dépeint comme étant un pauvre hypocrite, quelqu'un qui, en réalité, se foutait des règles de justice parce qu'il l'avait reçu dans son bureau et que Newton avait fait des écrits contre la transition. Il lui avait proposé un poste, justement, d'ambassadeur. Newton aurait refusé ce poste et aurait insisté pour vouloir le CSE, et quand lui, Zida lui disait à Newton, non, tu ne peux pas avoir le CSE parce que ça suit des règles, et Newton lui dit, écoutez, quand on est en transition, on s'en fout des règles. Bref, c'est une anecdote qu'il raconte, et il cite un témoin qui était présent quand même, qui pourrait confirmer si c'est vrai ou pas, et il traite Newton Ahmed Barry de ne pas être quelqu'un de bonne probité, du fait justement des quoi qu'il a eu au Togo. Et c'est pour ça peut-être que quand il était dans la shortlist des personnes à présider la transition, son nom avait été écarté par le collège des sages, dit-il. Et ce même Newton Ahmed Barry qui lui a refusé un poste d'ambassadeur que Zida lui aurait proposé, oui, à la place du poste du CSC. Non, 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 la transition reçoit Newton Ahmed Barry et Zida propose à Newton Ahmed Barry un poste d'ambassadeur pour lui éviter de les asséner des coups dans la presse comme il le faisait. Newton Ahmed Barry refuse le poste d'ambassadeur et il dit en lieu et place du poste d'ambassadeur, je veux être président du CSE. C'est pourquoi
Zida dit non, ce n'est pas possible parce que pour le CSE, ça suit des règles juridiques. Et Newton retorque, non, quand on est en transition, pas question de s'enquiquiner avec des règles juridiques. Selon Zida, hein? Selon Zida, toujours. Selon l'évangile, selon Zida. Oui. Alors, l'histoire entre Zida et le RSP, quand même, c'est une histoire intéressante. On a l'impression qu'à la fin, les amoureux d'hier, bien le couple d'hier, c'est complètement disloqué. Oui, voilà, c'est comme une romance en fait avec une fin tragique hein, quelque part. Zida qui était au RSP, quand il raconte d'ailleurs ses débuts dans ce corps et tout ce qu'il a pu apporter à ce corps, il se définit comme étant le bienveillant de tous les soldats. Il va même jusqu'à raconter quelques anecdotes de l'ordre du privé quand il parle de l'hernie discale d'un de ses coéquipiers du RSP à qui il aurait donné 250 000 francs pour faire l'opération en urgence. Il raconte certaines anecdotes de ce corps-là qu'on n'aurait pas pu entendre en tout cas d'une autre personne que de Zida. Et à la fin, voilà que le désamour naît entre ce corps. Mais quelque part dans les lignes, Zida laisse entendre que même s'il paraissait être en désamour avec le RSP, il avait toujours le soutien de ce corps. Et c'est ce qui lui a valu quand même d'être en vie quelque part. Tout le RSP ne détestait pas Zida. Tentative de coup d'État, selon Zida. Selon l'évangile, selon Saint Zida, il aurait échappé à 4 coups d'État successivement. Il les narre, il les raconte dans le détail, il les explique, il les a même datés. On ne va pas tout dire pour que les téléspectateurs puissent s'acheter le livre. Alors, quand vous lisez ce livre et que vous pensez à son auteur, Yacouba Isaac Zida, ancien Premier ministre, qui a dirigé le pays juste après le départ de Blaise Compaoré avec la bénédiction de Gilbert Diendéré et du RSP, ce même Zida qui est accusé d'avoir octroyé de manière frauduleuse des parcelles, Zida qui fuit pratiquement pour aller se cacher au Canada, qui refuse de revenir pour répondre au niveau du procès du putsch manqué. Est-ce qu'avec tout cela, ce livre, est-ce qu'il est crédible? Moi, je refuse de croire que tout ce qui est dans ce livre est faux. Par contre, j'ai des réserves sur certains points. Mais, comme je dis, il a eu le mérite d'écrire ses mémoires, de raconter. Et moi, j'interpelle tous ceux qui ont eu une action quelconque dans l'histoire de notre pays à faire autant. Parce que, comme je vous ai dit, cher Dapa, l'histoire de ce pays ne s'écrira pas dans le silence des morts, mais dans le bruit des vivants. Et nous, on a besoin de ça. Et cet exercice que Zida fait a suscité déjà une réaction. Coris Bank, peut-être qu'il y aura d'autres réactions. Et en complément, nous les citoyens, nous pourrons comparer et dire voilà l'histoire réelle de ce pays-là. C'est sa part de vérité. Que celui qui n'est pas d'accord conteste. Alors, dernière question, est-ce que vous pensez que Zida a l'intention de jouer un rôle important dans la politique burkinabé? Parce qu'à la fin de son livre, c'est carrément un projet de société qu'il mentionne. Tout à fait, cher Dapa. Zida dit, je ne suis pas mort politiquement, je peux encore revenir. La sortie de ce livre, d'ailleurs, ressemble pour moi comme une recherche en fait de grappes de raisin à quoi s'agripper. Il pense peut-être au CDP, je ne sais pas, il tape un peu sur le MPP en se disant peut-être que j'aurai des appels de phare quelque part, je pourrais peut-être revenir. Il parle de sa fondation en bienfait. Les derniers chapitres du livre de Zida ne sont rien d'autre qu'un programme politique bien détaillé. Là où il parle de santé, il parle de la réforme de l'armée avec de bonnes idées de mon point de vue. Et il parle également du système éducatif national. Il parle également du système agricole. Comment nous pouvons faire pour sortir de cette pauvreté avec des chiffres. Seulement ce qu'il ne fait pas, il ne les chiffre pas, il ne les donne pas en valeur. Comment on finance ce programme, il ne le dit pas. Peut-être dans le tome 2 de son livre, si ce tome 2, il paraît, parce qu'un homme averti, certainement Zida, sait que les hommes ne sont jamais au-dessus des États et que parfois les intérêts des États peuvent faire bouger beaucoup de lignes. Zida est au Canada. La gouverneure générale du Canada était au Burkina Faso pour une visite d'État de 4 jours. Et entre responsables d'État, beaucoup de choses peuvent se passer pour qu'un individu peut-être arrête de parler. Quel que soit ce qui peut arriver, c'est le peuple qui sortira gagnant. Parce que tôt ou tard, la vérité se saura. Merci Lionel Bilgo d'être venu nous parler de ce livre de manière succincte. On n'a pas assez de temps pour en parler en long et en large. On va y revenir au cours de notre émission peut-être spéciale pour parler en long et en large de ce livre. Merci d'être venu nous donner votre part d'analyse du livre de Yacouba Isaac Zida. Je sais qui je suis, c'est le titre de ce livre, témoignage. Il est en rupture même d'ailleurs. Il est en rupture en ce moment. Oui. Ça veut dire que quand même les gens ont soif de savoir certaines choses. C'est bien parti. Voilà, merci.
Et la suite de cette info avec la naissance d'une nouvelle association de jeunes qui prône justement la bonne gouvernance avec l'influence d'une jeunesse participative. Il s'agit du MJDD, le mouvement Jeunesse, Démocratie et Développement. Intégrité, fidélité, développement. C'est la devise du MJDD, le mouvement Jeunesse, Démocratie, Développement. Ce mouvement, porté sur les fonds baptismaux le 8 octobre dernier, œuvre pour l'implication de la jeunesse au développement du Burkina Faso. Et pour cette implication tant souhaitée, le MJDD se fixe comme domaine d'intervention la gouvernance politique. Le mouvement Jeunesse, Démocratie et Développement fera de la formation sociale des jeunes une de ses grandes priorités. Nous sommes une organisation de jeunesse et nous invitons les jeunes à prendre leurs responsabilités pour apporter un changement positif dans la gouvernance de la cité. Nul n'a besoin de rappeler que l'avenir de ce pays appartient à la jeunesse. C'est pourquoi nous appelons la jeunesse à prendre conscience de cette potentialité ô combien importante afin que ces aspirations soient prises en compte par les gouvernants. Bien que le MJDD œuvre dans la gouvernance politique, ses responsables tiennent tout de même à préciser qu'il est une organisation apolitique. Elle se démarque donc des ambitions des politiciens. Vous voyez que la salle est pleine. Je ne pense pas qu'un homme politique puisse arriver à corrompre tout ce beau monde qui est assis dans cette salle. Je ne pense pas. Vous avez vu que c'est la première conférence de presse. Nous avons voulu la tenir dans une petite salle. Les militants étaient nombreux, ont demandé, d'autres ont même demandé qu'on ait à Jean-Pierre Guingané. On a dit que c'est un point de presse, ce n'est pas une assemblée générale. Nous vous invitons à suivre nos pas. Vous allez nous sentir sur le terrain comme étant une organisation qui apporte une plus-value, et non pas une organisation qui est venue pour faire du surplace. Le MJDD compte déjà des représentations dans d'autres villes du Burkina Faso comme Koudougou, Bobo-Dioulasso, Zignaré, Kombisiri et Waïgouya. Ces responsables entendent s'implanter dans les prochains jours dans les 12 arrondissements de la ville de Ouagadougou. Nous avons avec nous sur ce plateau le porte-parole du MJDD, le mouvement Jeunesse, Démocratie et Développement, Lassina Ouedraogo. Bonsoir Lassina Ouedraogo. Bonsoir Hervé Dagba. Alors vous êtes le porte-parole du MJDD, c'est une association de jeunesse. Merci beaucoup donc pour... Quelle est votre particularité? Notre particularité, c'est sur le terrain, vous allez remarquer. D'abord, je tenais d'entrée déjà à vous remercier pour cette aubaine que vous nous offrez, donc de parler de cette association qui est donc le tout nouveau bébé que nous venons donc de mettre sur place, reconnu officiellement donc le 8 octobre dernier. Et notre particularité, nous allons nous attaquer à beaucoup de fléaux qui minent notre nation. Vous avez, comme le dit donc le nom, mouvement jeunesse, démocratie et développement, et tout y est. Nous allons nous attaquer donc à la gouvernance politique, comme intitulé donc sur le récépissé. Également beaucoup d'objectifs tels que des fléaux comme la prostitution, l'incivisme, la consommation des drogues. Et également, nous allons faire de la formation sociale des jeunes donc une de nos grandes priorités. Alors, vous savez que les associations de jeunesse sont nombreuses ici au Burkina Faso. Est-ce que votre association est une association de plus ou est-ce qu'il y a une particularité, une différence? Qu'est-ce que vous allez apporter de plus dans le débat de la gouvernance politique burkinabé? Nous allons apporter une plus-value. Vous avez vu cette myriade d'hommes et de femmes dans cette cuvée, donc cette salle de la maison de femmes qui a refusé donc du monde. Nous allons, à travers donc nos actions, mener donc des plaidoiries à travers des échanges, à travers donc des activités grandeur nature. Nous comptons donc organiser une activité, une conférence nationale sur la gouvernance nationale, si vous voulez, sur la situation nationale du Burkina Faso. Et pour ce faire, nous allons organiser cela entre 3 à 4 000 personnes, assorties donc d'une proposition concrète que nous allons remettre au président du Faso afin qu'il en fasse bon usage. Notre particularité également se résume au fait que la jeunesse devra maintenant prendre conscience. C'est en cela que nous avons des représentations un peu partout. Actuellement, nous sommes dans une dizaine de villes. Nous allons donc procéder à l'installation officielle de nos différents démembrements. Nous allons aller partout dans tous les petits hameaux du Burkina Faso, sensibiliser la jeunesse sur sa prise de conscience. La jeunesse aujourd'hui ne doit plus être vue
comme une jeunesse qui est une jeunesse, excusez-moi du terme, moutonne, qui est vue lorsqu'il s'agit donc des questions électorales. Nous allons aller sensibiliser les jeunes, garçons comme femmes, afin qu'ils prennent leurs responsabilités. Parce qu'un pays où la jeunesse n'est pas éclairée, ce pays ne peut avoir en tout cas de développement. Et ce n'est pas une association de trop, parce que nous avons vu que nous avons notre place sur l'échiquier national pour faire des propositions. On l'a dit dans notre point de presse, nous sommes une force associative de proposition. Mais, je dis bien mais, lorsque nous allons nous sentir piétinés, je parle de la démocratie qui est notre leitmotiv, nous n'allons pas ménager en tout cas d'efforts pour dire haut et fort à quiconque piétinera donc cette démocratie qui empêchera notre vivre ensemble que ce n'est pas comme ça que le Burkina Faso peut prospérer. Alors, votre association elle est apolitique, c'est ça? L'association elle est apolitique. Et il est très important d'ailleurs d'insister là-dessus. C'est une association apolitique qui regroupe beaucoup de personnes, beaucoup de cadres de l'administration, beaucoup de commerçants, beaucoup de sans-emploi comme les étudiants et bien d'autres. Et l'adhésion, il est libre. Tout le monde peut adhérer. En tant que porte-parole, c'est ça? Porte-parole du MJDD. Du MJDD. Vous faites de la politique? J'ai fait la politique... Vous avez été notamment candidat à la présidence du CDP. Du CDP. Oui, mais ici, je pense que je suis là dans le cadre d'une association. Alors, est-ce que c'est parce que vous avez échoué au niveau de la politique et vous venez dans les associations? Je n'ai pas échoué dans la politique. Vous n'avez pas réussi à vous faire élire comme président du parti? CDP. Oui, dans un autre cadre, on pourra en parler. Est-ce que vous êtes toujours membre du CDP? Dans un autre cadre, on pourra en parler. Pour l'instant, je suis ici en train de vous parler d'une association. Oui, mais vous êtes le porte-parole d'une association qui se veut apolitique. Vous avez été candidat à la présidence du CDP. Vous êtes peut-être membre du CDP. Comment est-ce que vous menez ces deux chapeaux-là ensemble? Je ne mène pas deux chapeaux. La preuve en est que vous me voyez donc en MJDD avec un t-shirt MJDD. Tous ceux qui sont donc dans cette salle où nous avons animé donc ce point de presse ne sont pas des militants du CDP. Voilà la particularité de notre association. Nous venons faire du développement notre leitmotiv. Si au niveau d'un parti politique, toutes les aspirations des jeunes ne peuvent pas être prises en compte, je pense qu'il y a d'autres cadres d'expression. Cela n'a rien à voir avec la politique. Maintenant, si on quitte le carcan politique et que peut-être individuellement pris, chacun se sent peut-être à l'aise dans un parti ou un autre parti, libre à lui de le faire. Mais nous sommes des démocrates. Nous ne pouvons pas empêcher un militant de mener ses actions politiques. Mais lorsqu'il se retrouve dans le cadre du MJDD, il ne parle que du MJDD. Nous, on ne mélange pas les choses. Peut-être que l'association va vous réussir plus par rapport à la politique. Vous parlez d'une gouvernance politique vertueuse. C'est-à-dire que ceux qui sont à la tête d'une telle association doivent eux-mêmes être vertueux. C'est bien ça. Alors, vous êtes le porte-parole du MJDD. Vous bénéficiez certainement de la présomption d'innocence, mais vous êtes accusé dans le procès du putsch manqué. Ce n'est pas l'ordre du jour. Vous avez certainement suivi les actions concernant donc, le putsch manqué. Il y a eu un nul total me concernant. Donc, je pense que ça, c'est derrière. Okay, vous êtes lavé de tout soupçon. Tout soupçon. D'ailleurs, cela a été depuis, comme on appelle, depuis la chambre de contrôle. Hein. C'est parce que ce n'est pas erreur matérielle que cela a été renvoyé devant donc, les juridictions. Et vous essayez de rebondir maintenant. Vous vous mettez au service du Burkina Faso à travers votre association. Et justement, nous pensons que nous avons, en tout cas, nous devons tous apporter donc, notre part constructive donc, dans ce Burkina Faso que nous voulons donc prospérer. Et voilà pourquoi nous sommes mieux donc, en association pour apporter notre touche. Vous commencez vos activités quand? Très prochainement, nous allons vous inviter et je voudrais donc vous rassurer que nous, actuellement, nous sommes presque partout. À Ouagadougou, nous avons près de 3000 membres déjà qui ont adhéré. Je vous l'ai dit dans la conférence de presse, il y a 3000 membres. Il y a des gens qui ont voulu donc que le point de presse se tienne à Jean-Pierre Guingané. Nous avons refusé cela parce que moi-même, étant également journaliste, et j'ai dit non. C'est un point de presse, la part belle doit être faite aux hommes des médias. Donc il n'y a pas de raison que pour une première sortie, nous devons donc présenter notre nouveau-né. On aille le faire en tout cas dans une grande salle pour certainement démontrer que nous sommes forts. Mais je vous dis que c'est sur le terrain que vous allez savoir que le MJDD apportera une plus-value par rapport à ce que certains pourraient également penser. On ira certainement voir. Lassina Ouedraogo, merci d'être venu ce soir nous donner plus d'explications sur le rôle du MJDD, le mouvement Jeunesse, Démocratie et Développement. Parlant justement de gouvernance politique vertueuse, cette session ordinaire de l'ARCOP, l'autorité de régulation de la commande publique qui passe à la répression
Après des mois de sensibilisation au cours de cette session ordinaire, il y a 10 entreprises qui sont pointées du doigt. Elles sont exposées à des sanctions allant de la révocation à la radiation. Dans ce vestibule, les entreprises et individus mis en cause s'impatientent. Et à l'intérieur de cette salle, l'ORD, l'organe de règlement des différends de l'ARCOP, l'autorité de régulation de la commande publique, s'affaire à statuer sur leur cas. Pour cette première session disciplinaire, l'ORD a sur la table le dossier de 10 entreprises et un rapport de l'ASE-LC épinglant 2 agents du ministère des Ressources animales. Le chef d'accusation, si je peux m'exprimer ainsi, concerne essentiellement de la production de documents non authentiques tels que des agréments, des chiffres d'affaires, des procès-verbaux de réception. Pour ce qui est des agents publics qui sont mis en cause, alors, il s'agit de la violation de la réglementation, notamment le fait que ces acteurs aient donné soit des avis ou aient pris soit des décisions jugées non conformes à la réglementation. Ce conseil de discipline ne durera que la seule journée de ce 26 octobre et les membres du conseil procéderont à la vérification des faits avant de livrer le verdict de l'organe. Pour chacune de ces affaires, il sera d'abord procédé à la vérification des présences des mises en cause. Ensuite, l'ORD va entendre les personnes présentes en présence de leur conseil le cas échéant et prononcera la décision qui sied selon son intime conviction. Les sanctions prononcées à l'encontre des prestataires seront rendues publiques et notifiées aux concernés. Quant aux agents publics dont la responsabilité disciplinaire sera établie, des recommandations seront adressées à leurs supérieurs hiérarchiques en vue du prononcé des sanctions appropriées. Le conseil de discipline de l'ORD peut prononcer l'exclusion des entreprises fautives de la sphère de la commande publique pendant 1 à 5 ans ou la radiation. Des sanctions financières sont également prévues et l'ORD dit avoir les moyens nécessaires pour faire respecter ces décisions. À commencer d'abord par les acheteurs publics, qui ne doivent plus soumissionner, qui ne doivent plus contracter avec les personnes sanctionnées. Mais si un acheteur public veut, malgré tout, passer un contrat avec un prestataire exclu de la commande publique, il appartient à ceux qui sont dans le contrôle, notamment l'entité chargée du contrôle a priori, de le lui rappeler et donc de recaler ce prestataire. L'organe de règlement des différends est une instance de recours non juridictionnel. Il peut être saisi par tout soumissionnaire ou attributaire s'estimant lésé dans les procédures d'attribution de la commande publique. Voilà, et c'est la fin de cette info. Merci de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité renouvelée. Demain à 13 h, Alfred Thioyer vous présentera l'édition de la mi-journée. Et puis à 19 h 30, vous avez rendez-vous avec Caroline Yoda. Mais retenez également ce rendez-vous très important le 31 octobre, une émission spéciale sur le 4e anniversaire de l'insurrection de 2014. Merci.